bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce second live proposé par La Montagne Alpinisme, le magazine de la FFCAM. En fait, on organise une série de lives à l'occasion d'un dossier consacré à la montagne en littérature, pour lequel j'ai interviewé des auteurs, des lecteurs et des éditeurs. Et c'est donc dans ce cadre ce soir que j'ai le plaisir d'accueillir Oliver Gallmeister, directeur et fondateur des éditions Gallmeister. Oliver, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Fabrice. Les lecteurs connaissent bien les titres de Gallmeister. En fait, grâce à vous, depuis maintenant pas mal d'années, on continue à découvrir pas mal d'auteurs et d'autrices nord-américains. Et ce qui m'a frappé, moi, dans les livres que j'ai lus ou dans ceux dont j'ai connaissance, c'est quand même l'importance dans les textes que vous publiez de la nature en général, de la montagne en particulier. Et c'est un petit peu de ça dont j'ai envie un petit peu de faire partager à nos lecteurs ce soir, c'est cette importance de la nature, cette écriture de la montagne que les Nord-Américains pratiquent depuis un certain temps. Mais peut-être avant de commencer à parler de votre maison, j'aimerais un petit peu qu'on parle de vous, déjà, que vous me disiez un petit peu votre propre parcours de lecteur. Comment vous avez découvert cette littérature nord-américaine? Est-ce qu'il y a un livre en particulier avec lequel vous avez commencé, qui vous a marqué et qui a déjà initié votre parcours de lecteur? Alors en fait, mon parcours de lecteur est assez classique, hein, les classiques français, classiques russes, classiques étrangers, mais en fait, mon parcours d'éditeur, lui, est intimement lié en fait à ma pratique de la nature. Quand j'étais plus jeune, plus maintenant malheureusement, mais quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de montagne et j'ai toujours continué à faire de la randonnée, de la pêche à la mouche, de la voile. Et en fait, le point de départ de cette maison d'édition, c'était je discutais avec mes amis passionnés de nature dans tous ces domaines-là, qui n'étaient pas toujours les mêmes, évidemment, et que je parlais de livres, je m'apercevais qu'on avait tous lu les mêmes livres. Par exemple, quand on s'intéressait à la montagne, on a tous lu Frison Roche, ou à l'époque, pour moi, c'était les récits de Reinhold Messner que j'avais vus en conférence il y a au moins 30 ans. Il y avait pour les marins, tout le monde connaît Moitessier. Et puis les pêcheurs anglo-saxons, lisaient Guérac, John Guérac. Et en fait, ce qui m'intéressait avec cette création de maison d'édition, c'était de me dire, mais en fait, lorsqu'on a une passion qui est liée à la nature, puisqu'en fait, quelle que soit sa pratique, on va dire, de la nature, que ce soit la montagne, les marins, pour les secteurs que je connais le plus, la randonnée ou la pêche, la chasse, les gens ont tous en commun un amour de la nature. Et donc, ça crée une communauté de gens qui vont être attirés par les mêmes livres. Et donc, plus qu'un livre, en réalité, ce qui m'a amené à l'édition, c'est de faire le lien entre les choses que j'aimais, qu'aiment beaucoup de gens, et la littérature que j'aimais également. Voilà, c'était ça le point de départ de la maison d'édition. S'il y a un livre à citer, c'est évidemment le Gant de la Molette d'Édouard Aby, mais qui n'est pas vraiment un livre sur la montagne, qui est un livre sur le désert. D'accord. Et parce que je crois que vous êtes originaire de Corrèze, vous m'avez expliqué. Je suis corrézien, oui. Corrézien. Je suis né en Corrèze. J'ai grandi à Paris, et en Corrèze, oui. Qui est déjà comme une région avec comme des reliefs, une région assez sauvage. Comme déjà, il y avait ce contact avec la nature. Hein. Oui, tout à fait. Je passais beaucoup de temps sur mon vélo à l'époque, à parcourir les routes du plateau de Mille Vaches, à parcourir les rivières, les petites montagnes là-bas. C'est mon paradis à moi. Oui. D'accord. Alors, pour revenir à cette maison, donc la maison, je crois, a été créée en 2006. Oui, en 2005. Les premiers livres sont sortis en 2006, en effet. Mais avant qu'on parle de la maison en tant que telle, dans l'interview qu'on avait eue pour le dossier, vous m'avez un petit peu parlé de ce qu'on appelle nature writing, l'écriture de la nature, c'est un phénomène typiquement américain. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire un peu plus pour nos auditeurs? Je crois qu'en fait, ça remonte à Henri David Thoreau, à la publication notamment de Walden en 1854. Est-ce que, d'abord, quelle est l'importance de ce livre dans la culture américaine? Et est-ce que, d'après vous,
écrire la nature, c'est quelque chose Fabrice, d'intrinsèquement. je vous ai perdu. Ah, est-ce que l'écriture de la nature, c'est intrinsèquement quelque chose qui est lié à la littérature américaine? Est-ce que c'est vraiment son ADN premier, hein? Alors, moi, je pense en effet que le natural writing fait partie du grand apport, c'est l'un des grands apports de la littérature américaine à la littérature mondiale. Excusez-moi, je range mes écouteurs qui ne marchent pas, évidemment. C'est qu'en fait, lorsque ce que nous, on a publié sous le nom de Natural Writing, c'est des livres qui sont l'héritier de, vous l'avez dit, de Thoreau et d'autres ouvrages, même antérieurs. On peut définir le natural writing comme un mouvement littéraire américain qui est né là-bas, donc, hein, au milieu du 19e siècle, et qui, en fait, vient en fait du romantisme, qui vient de l'Europe, hein, mais cette idée que l'homme, au contact de la nature, va retrouver sa nature profonde qui est la bonté. Et en fait, influencé par cette idée romantique, les premiers écrivains américains, James Fenimore Cooper, et puis dès les années 1820, et puis peu de temps après, Henry David Thoreau vont développer une vision du monde dans laquelle la nature, non seulement euh, peut donner l'opportunité à l'homme d'être bon. Ça, c'est ce qu'ont fait les transcendantalistes américains, dont Thoreau et Emerson faisaient partie, mais aussi où la nature est menaçante. Mais quoi qu'il arrive, la nature est un sujet de littérature. Or, c'est quelque chose qui a disparu de la littérature européenne au XIXe siècle. Il y a très très peu d'auteurs qui parlent de la nature. Qui parlent de la nature, en tout cas, comme d'un personnage à part entière ou du sujet d'un livre. Il y a quelques romantiques. On peut citer avant Rousseau, il y a bien Chateaubriand, mais on ne parle pas de la nature sauvage, de la wilderness, comme disent les Américains, ces grands espaces inexplorés, euh, en tout cas très sauvages. Parce qu'en fait, en Europe, il n'y a plus ces espaces-là. Il n'y a plus ces espaces de prédation. On a, à la fin du XIXe siècle, il y a quasiment plus d'ours, plus de loups. Il n'y a plus de prédateurs et tous les espaces européens ont été colonisés par l'homme. Et finalement, les seuls moyens pour trouver de la sauvagerie et des espaces inexplorés, il reste la montagne. Parce qu'en haute montagne, la main de l'homme n'est pas encore partout là. Alors maintenant, bien évidemment, c'est difficile. Mais encore au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, c'est encore des espaces sauvages. Il y a la mer et il y a les écrivains voyageurs. Et donc, en fait, pour les Français, et les Européens en général, et particulièrement les Français, si on veut entendre parler de nature, on va être souvent aller vers des gens qui partent. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, la nature fait partie de leur quotidien. Je sais que quand on regarde la télévision, quand on pense aux États-Unis, on va voir New York et Los Angeles. Donc la littérature new-yorkaise, Paul Auster, Philip Roth et Woody Allen pour le cinéma, et puis Hollywood. Mais l'Amérique, c'est pas du tout ça. Ça, c'est 10% des Américains maximum qui vivent sur les côtes. 90% des Américains vivent à l'intérieur du pays. Ils vivent à la campagne, dans le Montana, par exemple. Et tout le monde sait que les États-Unis sont un grand pays, mais les chaînes de montagnes américaines, hein, les Rocheuses, vont de l'Alaska, traversent la Colombie-Britannique, le Canada, descendent sur tout le long de la côte ouest jusqu'au Mexique. C'est à peu près en distance, peut-être 10 à 15 fois les Alpes. Les Appalaches sont d'autres montagnes sur la côte est, enfin, vers l'est, immenses également. Et le Montana, par exemple, qui est un État que je connais bien, c'est plus grand que l'Allemagne. C'est un tout petit peu plus grand que l'Allemagne et il y a 1 million d'habitants. Le Wyoming, c'est la moitié de la France, il y a 500 000 habitants. Donc là-bas, on peut effectivement, quand Craig Johnson vient en France et qu'il y a une tempête de neige, faire un détour de 7 heures parce que la passe dans les montagnes est bloquée. En France, quand vous savez, il y a 5 cm de neige autour de Paris, le pays s'arrête. Donc, on est encore soumis aux éléments lorsqu'on habite dans les Alpes, lorsqu'on habite encore dans le Massif central. Les agriculteurs, en ce moment, sont soumis à ça, mais on voit bien qu'on n'a plus l'habitude. Notre société est dénaturalisée. Or, là-bas, c'est encore le cas. Lorsqu'on va pêcher à la mouche, benoîtement, dans le Montana, on peut tomber sur un ours et on peut mourir. Et les Américains l'acceptent.
Et donc, ça fait partie de leur quotidien, et ça fait partie, donc, les écrivains, vous savez, écrivent sur ce qu'ils connaissent. Et donc, ça fait partie de leur littérature. Voilà. Alors, on est très loin maintenant de l'idée romantique à la Thoreau de la nature, mais il y a quand même toujours cette prégnance des grands espaces dans la littérature américaine. Quand j'avais interviewé David Vann, donc un de vos auteurs fétiches, il m'avait expliqué qu'on avait un petit peu tendance à oublier cette tendance de fond de la littérature américaine parce que les éditeurs sont plutôt dans les grandes villes et qu'ils ont tendance à privilégier dans ce qu'ils exportent et dans ce qu'ils font traduire chez nous des auteurs plutôt urbains qui forcément ne représentent pas forcément cet ADN profond de la littérature américaine que vous avez évoqué à l'instant. Oui, moi j'ai tendance à... J'aime bien employer l'expression qu'avait employé Craig Johnson à propos de lui-même en tant qu'écrivain. Moi je dis que je suis un blue-collar publisher, donc un éditeur en col bleu, c'est-à-dire je pense que la littérature, elle est produite par des gens qui viennent pas forcément des grandes villes, d'ateliers d'écriture, qui sont pas des anciens journalistes du New York Times. Je pense que c'est... moi, en tout cas, c'est la littérature qui me touche, celle dans laquelle je me reconnais, et je pense pas mal de lecteurs se reconnaissent. Mais en France, on a un peu les mêmes tropismes. Hein. Bon, je ne veux pas non, mais me tendre là-dessus, mais... À propos aussi de la France, hein, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous percevez comme différence, puisqu'il y a des écrivains français qui parlent de la nature, de la montagne, est-ce que vous percevez une différence d'approche entre les Français et leurs homologues américains? Vous qui êtes de Corrèze, pour le coup, il y a une école de Brive, littéraire, mais est-ce que la manière qu'ont les Français en littérature d'exprimer la nature et les grands espaces, est-ce qu'elle a une singularité et qu'est-ce qu'il y a comme différence principale qu'on peut établir avec ce que font les Américains? Peut-être, alors, je viens de finir de lire Rabolio de Maurice Genevoix. Je l'avais déjà lu. Voilà. Et ça m'a interpellé en lisant ce livre-là, de voir à quel point il y a une déférence pour la nature de l'auteur. Et en même temps, il y a quelque chose qui est assez américain, c'est-à-dire un souci d'exactitude et de détail, qui est assez rare. C'est quasiment, pour moi, une exception par rapport à ce que j'ai pu lire je ne parle pas d'écrivains de montagne, hein, que je ne connais pas si bien que ça, mais par exemple, chez des auteurs, des écrivains voyageurs, par exemple Sylvain Tesson, qui, en réalité, en général, sont très tournés vers l'homme, beaucoup plus que, ou Nicolas Bouvier, hein, par exemple, beaucoup plus tournés vers les communautés humaines, les aventures humaines, que vers la nature. Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson, j'étais à une émission de radio avec lui, et je discutais de cette scène. Il y a une scène dans les forêts de Sibérie où un cheval moribond arrive près de la cabane dans laquelle il est avec un Russe, et le Russe sort son pistolet et met fin aux souffrances de cet animal et le tue. Et ça fait une demi-page. Et je dis, et après, Sylvain Tesson va parler de ce que ça représente pour lui, la mort, cette scène, et il va faire des références littéraires et philosophiques. Là où un écrivain américain comme Pete Fromm aurait fait 15 pages sur le cheval jusqu'à ce qu'il meure et n'aurait rien dit sur ses sentiments après, laissant au lecteur le soin d'aborder, enfin de se faire sa propre opinion. Je pense qu'en France, on a tendance souvent à intellectualiser un peu les choses. Et là où les Américains vont être beaucoup plus pragmatiques et donc sans doute plus romanesques, mais moins romantiques. Voilà, par rapport à ça. C'est une très grande généralité. Hein, mais par exemple, c'est intéressant. Chez David Vann, la nature, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle ne sert que de toile de fond à l'état d'âme des personnages et elle reflète les états d'âme des personnages. Mais parce qu'il y a une espèce de connexion animale. Mais jamais David ne va vous faire une théorie sur la place de l'homme dans la nature dans aucun de ses romans, par exemple. Il m'avait effectivement dit, je me souviens, qu'il fallait voir la nature et la montagne comme une espèce de test de Rorschach dans lequel on ne voyait que ce qu'on était et qu'il n'y avait qu'une projection possible. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant comme image, le test de Rorschach, je trouvais ça assez parlant. Oui, et puis je pense que tu marches, tu fais de la montagne, Fabrice.
tu sais bien que les sentiments que tu éprouves lorsque tu marches, lorsque tu es seul en altitude, sont justement cette toile de Rorschach. Selon ton état d'âme, selon tes émotions, tu ne regarderas pas la même montagne de la même manière. Et c'est ça qui est magnifique. Peut-être que c'est pour ça que les gens marchent ou grimpent. Non, non, mais tout Je sais à pas. fait. Alors, pour maintenant joindre un petit peu le plaisir, l'utile et l'agréable, on va avoir une petite vidéo qui nous a été communiquée par Gallmeister pour un petit peu voir ces espaces américains autour de Pitt From. Donc voilà, on va un petit peu partager ensemble cette petite vidéo. Le Montana, dans l'ouest américain, est un territoire sauvage où les vastes plaines solitaires butent contre les imposantes montagnes rocheuses. De ces paysages âpres et grandioses naissent des destins d'écrivains, le plus souvent penseurs de la nature. Pitt From s'est aventuré seul pendant 7 mois dans une épaisse forêt à la frontière du Montana et de l'Idaho. Il en a tiré un roman autobiographique paru en 1993. Indian Creek raconte son expérience au cœur des Rocheuses où il était chargé de surveiller l'éclosion des œufs de saumon pour le compte de l'Office de la chasse et de la pêche. Son récit initiatique a rencontré un grand succès aux États-Unis avant d'être traduit en Europe. Je ne sais pas, c'est des images qui font toujours rêver quand je vois ça, quand j'entends parler du Montana, que je vois ces torrents. Le Montana, c'est là où Redford avait situé son film et au milieu coule une rivière. Oui, oui, film inspiré d'un livre de Norman MacLean. Oui. La rivière du 6e jour, c'est ça, non? Oui, en fait, le vrai titre, c'est A River Runs Through It. Donc vraiment, et au milieu coule une rivière, c'est vraiment une bonne traduction du titre. Et oui, c'est sur une rivière que Pitt From connaît très bien, puisque chaque été, quand on y va ensemble, on descend cette rivière et on pêche dans cette rivière. C'est la Blackfoot, au nord de Missoula. Ok. Voilà. Et dans Indian Creek, justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive très bien justement à décrire cette confrontation comme avec les éléments et tout ce que la montagne et les grands espaces supposent, c'est-à-dire comme le silence, l'isolement, la relative solitude, ce dont justement la civilisation urbaine nous déconnecte de manière assez radicale. Bien sûr, l'histoire d'Indian Creek, donc c'est un récit de Pitt From qui raconte, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup, j'imagine, l'hiver qu'a passé Pitt From lorsqu'il avait 19 ans. Il était étudiant et il cherchait un job pour partir, vivre dans les montagnes, comme les trappeurs, les récits de trappeurs qu'il avait lus quand il était enfant lui avaient donné envie. Et il va passer 7 mois tout seul dans les Rocheuses. Et on est en 79, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, rien. Donc, et il part benoîtement en se disant qu'il va vivre une grande aventure et il est terrorisé. Et il ne sait pas quoi faire là. Il est sous une tente, il a un poêle, il coupe du bois, il chasse pour se nourrir et il sait rien faire. Il est parti avec 50 kilos de haricots. Et il a peur, et il n'a qu'une envie, c'est de quitter cet endroit. Et puis petit à petit, au bout d'un temps, 2 semaines, 2 mois, il va croiser des chasseurs, croiser des gens qui vont passer, et il va comprendre que cette nature fait partie de lui, et puis il va plus avoir envie de quitter cet endroit. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il est écrit 15 ans après le retour de Pitt From de cette aventure. Il est déjà devenu écrivain, il a publié des recueils de nouvelles, des romans, et ce récit est écrit comme un roman, donc se lit vraiment de manière très haletante, et il a surtout le regard et l'ironie d'un homme de 35 ans sur le crétin qu'il était à 19 ans. Et comme dit Pitt lui-même, il dit c'est un peu l'histoire d'Into the Wild, sauf que là, l'idiot réussit à survivre. Donc c'est un livre qui est à la fois très drôle et très très émouvant. Il y a des scènes qui sont belles à pleurer. C'est un livre très important, oui, dans le catalogue. Ouais. C'est un des premiers livres qu'on a publié. Oui. Et je le disais tout à l'heure, en fait, dans le catalogue de Gallmeister, il y a comme un nombre impressionnant de livres qui se passent quand même dans la nature et puis dans la montagne, et qui nous rappellent que la montagne, c'est pas seulement un espace d'alpinisme, mais c'est aussi un espace de vie. Donc c'est ça qui m'a frappé dans les livres que j'ai lus de ton catalogue et dans ce que publie Gallmeister, c'est on peut d'ailleurs même, si j'ai bien compris, vivre dans une grande ville, et cette ville est elle-même en montagne, dans les Rocheuses, et donc on a quand même on subit, on est en contact avec l'hiver, avec ce que l'élément naturel peut comme supposer comme conséquence sur le corps et sur la vie quotidienne. Ah bien sûr, prenez par exemple Denver.
qui est une ville de, là, je crois maintenant 2 millions d'habitants, enfin qui est une ville énorme. Son surnom aux États-Unis, c'est The Mile High City. C'est une ville qui est à 1650 mètres d'altitude. Et donc, en hiver, il peut faire très, très, très froid. Et en été, il fait très chaud. Le Wyoming, c'est en moyenne à 1500 mètres d'altitude. Donc, en fait, les Rocheuses, c'est pas du tout comme les Alpes, qui sont alors, je suis pas du tout géologue, je vais peut-être dire des choses qui vont faire bondir certains auditeurs, mais il suffit de regarder une carte, et les Alpes, c'est globalement un massif très concentré, alors que avec très vite des montagnes escarpées, et on se retrouve dans des paysages très, très rudes tout de suite. Les Rocheuses, c'est comme s'il y avait des petites Alpes disséminées. Par exemple, quand on est à Denver, c'est une ville toute plate. Mais par contre, on voit les Rocheuses à 30 km d'un côté, puis on voit un autre massif à 150 km d'un autre côté. Et il y a peut-être une demi-heure ou 1 heure de voiture pour aller vers une première chaîne de montagne, et puis 3 heures pour aller vers une autre chaîne de montagne. Et là, on se retrouve avec des sommets à 4000 mètres. Voilà. Et donc, en fait, il y a cette espèce d'immensité. Quand je dis que les Rocheuses vont de l'Alaska au Mexique, ça fait peut-être 6000 km. Donc c'est vraiment autre chose. Et donc, on roule dans ces grandes plaines, et hop, on voit une chaîne de montagnes, et là, on peut se perdre. Les monts Absaroka, dans le nord du Wyoming, on peut y mourir, et le sommet le plus haut est à 4003, par exemple. Voilà. Donc, et c'est des régions où les gens vivent, c'est des régions d'éleveurs, beaucoup d'éleveurs, et donc dont la vie est rythmée par le climat, par les tempêtes, par les prédateurs, les loups, les ours. C'est un vrai sujet là-bas. Les loups, par exemple, avec les Antilles, les pros, la régulation. Il y a les parcs naturels, évidemment, qui sont aussi un écosystème très important naturel, mais aussi dans lesquels beaucoup d'Américains viennent passer leurs vacances. Donc, l'ensemble des parcs naturels aux États-Unis, c'est 450 millions de visiteurs par an. Donc, ça veut dire que les Américains vont voir les parcs naturels, vont faire des randonnées, vont aussi se promener en voiture. Et donc, il y a quelque chose dans la psyché américaine qui est unique, à mon sens, c'est ce rapport à la nature, qui est sous-représenté, à mon avis, dans les médias et dans la production littéraire et même cinématographique. Mais rappelez-vous les westerns qu'on regardait quand on était enfant, où John Ford arrivait à nous faire croire que des gens pouvaient vivre à Monument Valley et avoir une ferme là-bas, alors qu'on est en plein milieu du désert. Ces paysages-là ont façonné un imaginaire américain qu'on retrouve dans leur littérature. Oui. C'est vraiment intéressant. Et pour le coup, on parlait des Rocheuses. Tout à l'heure, vous évoquiez donc les Appalaches, donc l'autre grande chaîne davantage à l'est. Est-ce que, je pense que déjà il y a des différences de topographie, d'altitude et de nature entre ces deux chaînes, et est-ce qu'il y a une littérature qui se rapporterait plus aux Appalaches et une autre Rocheuse, fonction des conséquences ou de l'environnement ou de l'atmosphère que chacune de ces chaînes dispense autour d'elle? Bien sûr, bien sûr. Alors, les Appalaches, moi, j'avoue que je les connais moins, mais la différence avec les Rocheuses, c'est que les Appalaches sont à l'est, donc même les montagnes sont pas aussi élevées que les Rocheuses, mais elles sont quand même, il y a des sommets à plus de 3005, 3005, je crois. Alors ça, il faut vérifier, mais en tout cas, elles sont moins escarpées, mais elles sont très sauvages. Là, il y a aussi des ours, il y a des ours noirs, pas des grizzlies, mais des ours noirs, des loups et toutes formes de prédateurs. Mais, pardon. Mais en fait, de par leur proximité avec la côte est, elles sont plus peuplées. D'accord. Il y a moins ces grandes étendues, les États, mais il y a toute une littérature rurale qui se passe, par exemple, dans les Ozarks. Des auteurs comme Chris Offutt, Ron Rash sont des montagnards dans leur mentalité, mais des montagnards de l'Est. Et c'est des régions, l'Arkansas, le Missouri. La ville la plus violente aux États-Unis, c'est le Missouri. Ouais. Enfin, c'est Saint-Louis dans le Missouri. Il y a beaucoup de trafic de drogue, il y a beaucoup de pauvreté.
Là aussi, hein, on retrouve en fait un point commun avec les Rocheuses et les Appalaches, c'est que c'est ce qu'on appelle avec mépris et condescendance souvent quand on est français, l'Amérique de Trump. Mais c'est quand vous quittez la côte, je l'ai fait il y a quelques années, je passais mes vacances dans le Maine, sur la côte est, avec des belles villas balnéaires, et puis on voulait aller marcher en montagne avec ma femme, et on a roulé 2 heures. Et en fait, c'était au moment de la campagne présidentielle Hillary-Trump, et on a quitté, alors vous savez, les Américains mettent des panneaux, votez pour Hillary, votez pour Trump. Et au début, les panneaux étaient rouges, enfin étaient bleus pour Hillary, puis il y avait de plus en plus de panneaux rouges pour Trump. On est arrivé dans les montagnes, on voit de la pauvreté, on voit des gens qui vivent dans des mobil-homes, des caravanes, parce qu'il n'y a pas de boulot là, il n'y a pas de tourisme. Il y a voilà, des gens qui vont faire un peu de randonnée, quelques montagnards l'été et l'hiver, mais c'est tout. Et la région devient pauvre, et donc on est face à une autre Amérique. Et on n'est qu'à 2 heures de voiture de la côte Est. Et les Appalaches, c'est vraiment ça, beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de pauvreté. Et donc, il y a beaucoup d'écrivains voilà, Ron Rash, Chris Offutt, même Larry Brown, tous les écrivains du Mississippi, quand on remonte jusque. Mais on pourrait même dire que Stephen King, par exemple, est un écrivain de montagne. Le Maine, c'est une région très montagneuse. Et The Shining. Oui, ça remonte de montagne pour moi. Ouais. Justement, alors pour le coup, on parle de Shining, ça permet de faire la transition. La montagne, ça peut aussi être l'effroi, le suspense, la peur. Il y a chez Gallmeister aussi des auteurs comme ça qui se servent de la montagne, de son environnement, de son isolement, de sa noirceur, de sa froideur, pour bâtir des récits, suspense. Je pense aux enquêtes de Craig Johnson. J'ai le livre là, je vais le montrer parce que je trouve que la couverture est très belle. Il y a Benjamin Whitmer, Évasion. Je montre la couverture parce que je trouve vraiment très, très réussi. C'est la collection Totem, à votre collection de poche. Voilà, on voit à l'écran, merci. La montagne, ça paraît un bon élément pour d'abord narratif et puis dramatique. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est magnifique. C'est comme la mer. Imaginez une scène de ménage dans un appartement parisien, ça n'a pas la même saveur que sur un bateau. Donc, pour la montagne, Évasion, qui raconte l'histoire d'une douzaine de détenus qui s'évadent le soir du Nouvel An 68 d'une prison du Colorado en plein blizzard dans les montagnes, ça fait un décor merveilleux et ça permet d'avoir, à mon sens aussi, une réflexion sous-jacente, toujours le parallèle entre sur la place de l'homme dans la nature, la violence des hommes entre eux et la violence de la nature pour les hommes, ou la sanction de Trévagnan qui... vous savez, l'histoire de ce tueur qui doit exécuter des sanctions pour une sorte de CIA maléfique, et il doit tuer un homme lors d'une course en montagne. Ils sont à partir. Il ne sait pas qui il doit tuer, mais il sait que lui est démasqué. Et il y a une très belle course sur les guerres. Voilà, enfin, et dans Craig Johnson, il y a un livre où il y a une poursuite aussi dans une montagne en plein blizzard. Dans les monts Absaroka, très très belle, tous les démons sont ici. C'est évidemment un décor, on ne peut pas faire plus beau, on ne peut pas faire plus spectaculaire et plus terrifiant. D'ailleurs, c'est les sentiments qu'on a lorsqu'on est soi-même en montagne. Hein. Un orage en montagne, c'est autre chose qu'un orage à la sortie du métro parisien. Je confirme. Voilà. Et justement, on parlait de Craig Johnson, c'est quand même, ça fait partie de ce que je connais de la maison, mais avec David Vann et quelques-uns, un petit peu des auteurs comme emblématiques, qui sont très très suivis par le lectorat français, qui sont un petit peu parmi les auteurs fétiches de Gallmeister comme Craig Johnson. Oui, c'est vrai que alors nous, on a une politique assez classique et traditionnelle, mais ce qu'on appelle une politique d'auteur. Moi, je suis très fidèle à mes auteurs, donc effectivement, Pete Fromm, on le publie depuis 2006, hein, c'est notre 5e livre publié. Craig Johnson depuis 2009, David Vann depuis 2010. C'est des auteurs qu'on a réussi, j'espère, à imposer parce qu'ils ont eu des prix, ils ont eu la reconnaissance des libraires, des critiques, et ils ont chacun rencontré un énorme succès auprès des lecteurs.
Rien ne me fait plus plaisir que de dire, voilà, maintenant, dans la lignée des grands écrivains du Montana, comme Jim Harrison, Pete Fromm, ou des auteurs de polar qui se réfèrent à Craig Johnson, ou voilà. C'est notre travail, en fait. Mon travail d'éditeur, c'est de partager ma sensibilité, mes goûts, et de les presque de les imposer, hein, de dire, voilà, moi, je pense que Pete Fromm est aussi important que tel ou tel autre auteur. Et quand les lecteurs sont au rendez-vous, ça donne raison à cette politique-là. Oui. Donc oui, on a pas mal d'auteurs qui sont des auteurs de l'Ouest, beaucoup, qui sont emblématiques de la maison maintenant. Enfin, justement, David Vann, vous l'avez carrément lancé, j'allais dire mondialement, parce que le prix Médicis, je crois 2010, qu'il a eu donc sur Van Island, son premier roman traduit en français, a quasiment lancé l'auteur dans le monde. Enfin, vous avez contribué non seulement à le faire connaître aux lecteurs français, mais je pense que le succès qu'il a eu en France, finalement, a contribué tout court à lancer sa carrière d'auteur mondiale. Enfin, c'est quelque chose d'important pour lui. Hein. C'est une belle histoire, parce que le livre de David Vann s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires en France, hein, nettement plus, peut-être 350 maintenant. Et en fait, il a eu un succès qu'il n'a pas eu aux États-Unis, mais qui lui a permis de rayonner dans une cinquantaine de pays, enfin d'être mondialement connu. Le prix Médicis a été déterminant pour lui. Et en fait, pour ça, il faut vraiment rendre hommage à notre écosystème du livre. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir le prix unique du livre. On a de ce fait plus de 3000 points de vente de livres. Hein. On a plus de 3000 librairies en France, hein. Là où il y en a 1500 aux États-Unis. Il y avait une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il y a 600 librairies à Paris, là où il y en a moins de 30 à New York. Il y a des médiathèques partout. Il y a des émissions qui parlent de livres à la télévision. Ça n'existe pas aux États-Unis. Il y a des émissions de radio. Donc, en fait, on peut être chauvin pour ça. Voilà, pour d'autres choses, hein, le vin, par exemple. Mais pour ça, on peut être chauvin et fier d'être français, parce qu'on est des meilleurs lecteurs de littérature américaine que les Américains ne le sont eux-mêmes. On est plus curieux, on est plus ouvert d'esprit. Moi, j'aime bien les chiffres, je ne vais pas vous abreuver de ça, mais en France, en littérature, 1 livre sur 2 qui est publié et lu est traduit. Aux États-Unis, c'est 10%. Donc nous, on connaît les auteurs allemands, les auteurs japonais, les auteurs américains, les auteurs anglais, mais eux ont très peu de chances de lire plus de 10-15 auteurs français. Et donc, ils sont moins exposés que nous, et nous, on a cette chance, voilà, et du coup, d'avoir une offre incroyable, et du coup, ça fait des Français, des lecteurs exigeants, et ça permet à ces auteurs-là d'avoir une reconnaissance qu'ils n'ont même pas tous dans leur pays. J'ai des commentaires qui arrivent un petit peu de nos auditeurs. Je vois quelqu'un qui me parle de Rick Bass. Oui. J'ai eu la chance d'interviewer. Moi, c'est quelqu'un aussi qui est important. Enfin, c'est quelqu'un qui parle très très bien. Il y avait son récit Winter. Et puis, c'est quelqu'un qui, je crois, qui se bat beaucoup pour préserver. Il vit dans le Montana, dans la vallée du Yaak. Oui, alors, moi, je connais bien Rick. On a publié 2-3 livres de lui, 2. Et d'ailleurs, c'est un des auteurs qui m'a amené à cette littérature-là, hein, quand il était publié par Bourgois, All Notes, par exemple, Platte River. Ces recueils de nouvelles étaient magnifiques, mais ceux-là, ils sont chez Bourgois. Et en fait, c'est un auteur qui est très militant, qui s'est battu pour sa vallée du Yaak, une vallée dans le nord-ouest du Montana qui est menacée par toutes sortes de pollution et les coupes claires et tout ça. Et en fait, il a fait un choix qui est assez radical, c'est qu'en fait, il est devenu très militant dans ses écrits, et il l'a dit, je crois qu'il l'a dit publiquement, mais moi, il me l'avait dit, il a dit « J'ai sacrifié ma carrière littéraire à mon militantisme ». Il est toujours publié aux États-Unis. C'est un peu, vous savez, l'alibi culturel. On publie ce type qui est écolo et qui défend la montagne du Montana, dont tous les New-Yorkais se foutent, en fait. Mais c'est un écrivain extrêmement talentueux. Moi, il a écrit des textes qui sont beaux à pleurer.
Je regrette de ne pas avoir plus de livres de chez lui dans notre catalogue, oui. Et en fait, Rick Bass, il rappelle un petit peu justement cette fragilité aussi. On a parlé de montagne essentiellement ce soir. Effectivement, c'est un milieu qui permet de s'évader, c'est un milieu qui est propice à tous les rebondissements littéraires dont on a parlé, mais c'est aussi un milieu qui est clairement en première ligne dans le réchauffement climatique et en tout cas dans les menaces que subissent les grands espaces naturels. Hein. Ah ben bien sûr, c'est effrayant. Moi, je vais aux États-Unis tous les ans depuis, enfin, à part cette année, mais depuis 12 ans. D'année en année, on voit physiquement les effets du réchauffement climatique dans le Montana. On les voit, par exemple, les incendies de forêt. Vous savez qu'aux États-Unis, on laisse brûler les incendies de forêt pendant longtemps, hein, puisque ça permet à la forêt de se régénérer, ce qui explique très bien Rick Bass d'ailleurs. En 2009-2010, les incendies de forêt commençaient vers le 25 août, 20 août. Maintenant, ils commencent le 25 juillet. Voilà. La dernière fois, il y avait des incendies fin juillet, ce qui n'arrivait pas il y a 15 ans. Et d'ailleurs, on voyait dans les informations les incendies de Californie. Un auteur comme une autrice comme Jean Egland, qui a écrit Dans la forêt, elle vivait dans le nord de la Californie, elle a perdu sa maison a brûlé. Donc ça, c'est dramatique. Au niveau des incendies de forêt, ça se voit. Et au niveau même tout bête, lorsque vous regardez les forêts du Montana, vous voyez des montagnes recouvertes de sapins, vous voyez des taches marron. C'est des arbres qui sont morts parce qu'en fait, il y a un petit scarabée, alors je ne sais pas le nom, mais un insecte qui vit sous les écorces des arbres, le pine beetle, qui se reproduit, qui dévore un arbre en quelques semaines et qui tue des forêts entières comme ça. Et en fait, cette espèce animale a toujours été là, mais chaque année, quand il y avait des gelées de plus de 15 jours, ça tue toutes les larves. Mais comme ces gelées sont plus rares, ces insectes prolifèrent et les forêts se détruisent à cause de ces insectes. Il y a plein de choses comme ça. Les rivières sont plus chaudes. Donc elles sont fermées à la pêche, ce qui me frustre beaucoup, mais ce qui est nécessaire. En 15 ans, je l'ai vu de ma vie d'homme, c'est horrible. Horrible. Et est-ce que dans vos choix d'édition, justement, ce rapport à la nature, c'est quelque chose qui automatiquement, ça attire votre attention quand il y a un texte éventuellement à traduire, son rapport avec la nature, ce qu'il dit de la nature est quelque chose qui est important pour qu'il soit traduit in fine chez Gallmeister, hein. Alors, on n'a pas de... Je choisis jamais un texte en fonction de ses idées. D'accord. J'ai vu passer plein de textes très militants, très écologistes, mais qui n'étaient pas bons pour moi, qui ne me plaisaient pas. C'est pas une question... bien évidemment, ces causes-là ont ma sympathie, mais je n'ai des critères que littéraires, vraiment. Parce qu'en fait, sinon, je pense... Moi, je me connais, j'aurais le risque d'être débordé par un enthousiasme militant, et ce n'est pas le propos de cette maison. Moi, je pense qu'on peut vraiment changer les gens en leur parlant au cœur. Je pense que la littérature, comme la peinture, comme la musique, comme le cinéma, elle touche les gens, et c'est en touchant les gens qu'on leur fait prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Ça, je sais le faire, mais je ne fais pas de militantisme éditorial, non. Et alors, pour le coup, là, vous ouvrez maintenant d'autres horizons. On a parlé des États-Unis, mais si j'ai bien compris, chez Gallmeister maintenant, vous allez traduire des auteurs européens, en tout cas d'autres horizons culturels et linguistiques. C'est tout nouveau, oui. Après 15 ans de publication, j'ai décidé d'ouvrir la maison à d'autres horizons culturels, en ayant toujours la même cohérence, hein. Nous, on fait de littérature d'évasion, d'émotion, d'aventure, hein. Moi, c'est les livres que j'aime, qui me rappellent mes lectures d'enfance. On ne fait pas de littérature postmoderniste, expérimentale, que je trouve un petit peu chiante, on va dire. Je peux le dire, parce qu'il n'y a pas, on n'est pas sur TF1. Donc, voilà. Donc, on cherche à poursuivre cette sensibilité. Dans d'autres pays, il y a plein d'auteurs qui ont ça chez les Italiens, chez les Allemands, chez les Anglais, les Norvégiens, Scandinaves, enfin tout le monde. On cherche à trouver nos goûts dans d'autres pays. Il y a une jeune femme qui s'appelle Bénédicte Adrien qui fait ça et qui est très talentueuse. Et donc, quels sont les prochains textes qui vont paraître chez Gallmeister? On vient de sortir le roman d'une jeune autrice italienne qui s'appelle Giulia Caminito, Un jour viendra, qui se passe dans les Marches. Donc là aussi, une région montagneuse
pauvre italienne au début du siècle, et on suit deux frères qui vont traverser les événements du début du siècle en Italie, au moment où l'Italie est en plein conflit. Et puis, on vient de publier un roman d'un jeune auteur, Pier Giorgio Polizzi, qui s'appelle L'île des âmes, qui suit les aventures de deux enquêtrices qui enquêtent sur des meurtres rituels en Sardaigne, là encore, dans les montagnes de Sardaigne. Et on suit justement parmi les personnages importants du livre, il y a une famille qui est là depuis des générations et qui est ancrée dans son village de montagne. C'est la Sardaigne, mais ça pourrait être franchement la Savoie ou la Corrèze. Ça serait pareil. D'accord. Peut-être alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous conseiller pour nos auditeurs, parmi votre catalogue de livres américains sur la nature, la montagne, un auteur, enfin un livre qui vous tient particulièrement à cœur et qui pourrait être celui par lequel la personne pourrait commencer? Je pense que le livre le plus emblématique de notre catalogue, c'est l'un des premiers, ça reste Indian Creek de Pete Fromm. D'accord. C'est un livre qui n'a... Enfin, c'est vrai, c'est toujours le livre que je donne pour connaître notre catalogue. On n'a jamais eu de mauvais écho sur ce livre. Et une fois, lors d'une rencontre, j'étais avec Pete, et quelqu'un a dit « Non, mais je vous crois pas, tout ce que vous racontez dans votre livre, ça n'a pas pu arriver. » Et ça m'avait énormément vexé parce que je sais que tout était vrai. Moi, je suis allé à Indian Creek plusieurs fois et j'ai pris mon ordinateur. Je suis allé dans ma chambre d'hôtel, j'ai pris mon ordinateur et j'ai montré au monsieur les photos comme quoi tout ce qui est raconté dans le livre était vrai, les paysages, c'est magnifique. C'est un très, très beau livre. D'accord. Donc, on retient ce soir Indian Creek de Pete Fromm. Oliver Gallmeister, un grand merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Je rappelle donc que vous pouvez trouver en librairie évidemment les livres de Gallmeister et puis consulter le catalogue sur votre site internet. Et je rappelle aussi donc que vous soyez licencié ou pas du Club Alpin Français, enfin de la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne, vous pouvez vous abonner donc à notre magazine La Montagne Alpinisme, dont le prochain live autour de la montagne en littérature aura lieu lundi prochain. Je recevrai 2 lecteurs, Virginie Troussier et puis Gaël Legras, qui est journaliste à Arte. Je vous remercie vraiment toutes et tous pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt et bonsoir. Au revoir. Merci à tous pour votre attention. Merci Fabrice. Au revoir.